À la une de l'actualité, la réponse de Simon Compaoré à Pascal Zaïda pour le président par intérim du MPP. Le coordonnateur du cadre d'expression démocratique n'est pas sérieux quand il demande au président du Faso de rendre le tablier. Simon Compaoré était face à la presse ce matin dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du parti au pouvoir. Un plan d'urgence 2019 pour faire face à la crise humanitaire que connaît le Burkina Faso. Il a été lancé hier soir avec comme budget 55 milliards de francs CFA. Vers une modernisation de la gestion des carrières des magistrats, jusqu'ici gérée par le ministère en charge de la justice. C'est désormais au Conseil supérieur de la magistrature qu'incombe cette tâche. Le CSM se prépare donc à ce transfert de charges qui du reste est déjà enclenché. Bonsoir à toutes et à tous. 5 ans d'existence du mouvement du peuple pour le progrès, ça se fête. Le MPP prévoit diverses activités dans le cadre de cette célébration. Le comité d'organisation était face à la presse ce matin et l'occasion était trop bonne pour le président par intérim du parti pour ne pas donner une raclée à Pascal Zaïda qui demandait lundi la démission du président du Faso, Arsène Konditamdi. Voilà 5 ans que notre parti, le MPP, 25 janvier 2014, 25 janvier 2019, 5 ans que le mouvement du peuple pour le progrès a vu le jour. Moins de 2 ans après sa naissance, le bébé MPP accède au pouvoir, un fait inédit dans l'histoire politique récente du Burkina Faso. Depuis 2015, date de son accession à la magistrature suprême, il exerce le pouvoir d'État avec les partis alliés. Environ 4 années de gestion et de nombreux acquis visibles partout, selon le président par intérim du MPP. Sur de nombreuses questions, comme celle des écoles fermées, le gouvernement est au travail. Est-ce que le gouvernement est assis en disant « Ah, il y a école fermée, ah, vraiment c'est grave, on ne sait pas ce qu'on fait ». Le gouvernement réfléchit et le ministre Ouaro l'a dit avec un certain nombre de ministères pour qu'il soit possible de rattraper notre État, de faire en sorte que les écoles qui ont été fermées, les enfants ne restent pas à la maison. Les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso depuis l'accession au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Pour le parti au pouvoir, il ne faut pas désespérer de la situation, la victoire est au bout. Le MPP a toujours cru en la résilience de nos forces de défense et de sécurité et en leur capacité à rebondir. À preuve, elles sont en train de prendre le dessus en ce moment dans la traque de leaders terroristes. La partie n'est pas encore gagnée, mais nous pouvons nous réjouir de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et les exhorter à être constamment prêtes pour la défense du drapeau national. Le 13 février dernier, le cadre d'expression démocratique tenait une conférence de presse à Ouagadougou sur la situation nationale. Une activité pendant laquelle Pascal Zaïda, le chef de cette organisation, appelait à la démission du président du Faso. Un appel auquel Simon Compaoré n'a pas manqué de répondre ce 15 février. Pour renforcer. Il est un plaisantin. On ne vient pas tout de go, parce qu'on est OEC, venir demander à un président légitimement élu et qui dispose de la légitimité et qui entend répondre présent en 2020 à l'heure de la redevabilité de démissionner. Même quand on est malade, il y a des choses qu'on doit pouvoir contenir. Au menu de cette célébration du 5e anniversaire du MPP, des expositions photos retraçant la vie du parti au pouvoir, une conférence publique sur sa création et des remises de dons à des organisations caritatives. La fin des célébrations est prévue pour le lundi 18 février.
Le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, en bref, l'audition de la hiérarchie militaire s'est poursuivie ce vendredi avec le colonel-major Naba Théodore Palé, chef d'état-major général adjoint des armées, au moment des faits, revenant sur le présumé soutien des chefs militaires au général Diendéré. Le témoin nie tout accompagnement de la hiérarchie militaire dans le coup de force perpétré par l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Comment gérer la carrière des magistrats? La question taraude le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a hérité de cette prérogative en 2015 à la faveur du renouveau de la justice burkinabé. Car l'indépendance de la justice, ce n'est pas que la séparation du judiciaire d'avec le politique, c'est aussi le transfert de certaines compétences du gouvernement vers le CSM. Rémi Lambert-Nébier. Les États généraux de la justice de 2015 ont consacré l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Il est aussi devenu de facto le garant de la carrière des magistrats. De nos jours, la gestion de la carrière de plus de 500 magistrats doit être transférée au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature par la direction des ressources humaines du ministère en charge de la justice. Dans l'optique d'assumer convenablement ces nouvelles prérogatives, le CSM a commandité une étude sur la modernisation de la gestion de la carrière des magistrats. Le premier niveau, c'est le niveau des textes législatifs. En d'autres termes, il s'agit de procéder à la codification des textes et à la diffusion de l'information juridique. Le deuxième niveau concerne la définition de la politique pénale, la participation à la définition par l'État, par le gouvernement, de la politique pénale du Burkina Faso. Et le troisième niveau concerne en gros l'informatisation. Il revient au Conseil supérieur de la magistrature, plus particulièrement, donc secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, de gérer directement la carrière des magistrats, qui doit justement être outillé, parce que la gestion de la carrière est une activité extrêmement délicate qui requiert beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, des ressources financières, des ressources intellectuelles, des ressources humaines, des ressources qui ne sont pas pour le moment à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le mode de transfert devant se faire progressivement, l'étude qui s'est voulue inclusive recommande d'abord au CSM la mise en place d'un système autonome de gestion de son personnel. On ne demande pas une exclusion, mais nous voulons tout simplement faciliter, disons, l'intégration du système justement du Conseil supérieur de la magistrature à celui du CEGASP. Parce que de toute façon, le Conseil supérieur va mettre en place peut-être son outil autonome de gestion des carrières, même un outil informatisé, mais sans qu'il y ait incompatibilité entre les deux systèmes. Cela est parfaitement possible et je pense que nous avons reçu l'assurance de la Direction générale de la fonction publique, notamment le directeur des systèmes d'information de la fonction publique, qui nous dit effectivement c'est possible parce que nous l'avons déjà fait pour différents corps qui en fait ont des statuts particuliers. Donc les magistrats aussi, je pense que ça ne devrait pas être difficile à leur niveau, qu'il y ait une bonne intégration entre leur propre système et celui justement de la fonction publique qui est le CEGASP. L'étude s'est également intéressée au recrutement et à la formation continue des magistrats. Réunis dans le cadre de cet atelier, il s'agit pour ce groupe restreint d'adopter le rapport de cette étude. Plus de secrets entre l'administration publique et le public. Les données des ministères et institutions étatiques seront bientôt accessibles aux citoyens lambda. Une stratégie d'ouverture des données pour le Burkina Faso est en cours d'élaboration. Madina Sinou. Une donnée ouverte est une donnée sous forme numérique accessible, utilisable, réutilisable et redistribuable librement et gratuitement, à quelque fin que ce soit et sans restriction. La mise à disposition de données ouvertes à grande échelle, c'est la mission assignée à ces hommes et femmes. Une mission qu'ils entendent accomplir à travers l'élaboration d'une stratégie d'ouverture des données au Burkina Faso. Toute chose qui devrait contribuer à rationaliser les services publics, à favoriser les opportunités économiques et à améliorer la sécurité publique. Il faut dire que c'est le BODI qui a initié l'élaboration de cette stratégie d'ouverture de données
parce que c'est la mission du BODI, n'est-ce pas, d'encourager, de promouvoir la libération des données qui sont produites dans les ministères et institutions. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de données qui sont produites dans ces ministères-là, mais l'accès est un peu problématique. Donc le BODI a pour mission d'encourager ces ministères-là à rendre accessibles ces données-là. Et le BODI encourage aussi l'ensemble des acteurs, que ce soit les chercheurs, les journalistes, les étudiants, les investisseurs, à réutiliser ces données-là pour créer de la valeur ajoutée. Sans données, il n'y a pas de développement maîtrisé selon le ministre en charge du développement de l'économie numérique. L'élaboration de cette stratégie d'ouverture des données au Burkina Faso s'avère donc importante pour un pays en voie de développement comme le Burkina Faso. Les données aujourd'hui sont une matière première, je dirais inépuisable, et c'est une source de création de richesse. Donc il est important pour nous de mettre en place une stratégie pour encourager, pour organiser l'ouverture des données et aussi permettre à ce que nous puissions utiliser pour avoir le bénéfice, tous les gains, les avantages dont je viens de parler de ces données. Donc il était important pour nous de réunir les acteurs des directions en charge des études et de la statistique sectorielle pour nous accompagner dans cette aventure, pour nous aider donc à peaufiner cette stratégie qui va permettre à notre pays d'avoir des données ouvertes. Et j'ai dit, c'est vraiment une matière première inépuisable, c'est bon pour les startups. Les résultats qui sortiront de cet atelier de 48 heures seront soumis au ministère en charge du développement de l'économie numérique pour impulser la dynamique de l'ouverture des données, et ce dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs du partenariat pour un gouvernement ouvert. Plus d'1 million de personnes à secourir cette année au Burkina Faso. Le pays fait face à une crise humanitaire sans précédent. Un plan d'urgence a été lancé hier par le gouvernement. 55 milliards de francs CFA sont à mobiliser pour sa mise en œuvre. Rémi Lambert-Nébier. 1 200 000 personnes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2019 au Burkina Faso. Dans ce lot de personnes à assister se retrouvent des déplacés internes, des réfugiés et des personnes menacées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Si cette crise humanitaire annoncée est considérée comme sans précédent dans le pays, le plan d'urgence lancé par le gouvernement et ses partenaires, notamment le système des Nations Unies, vise à atténuer l'ampleur de cette crise. Ce plan d'urgence est également présenté comme l'organe de coordination et de régulation des aides humanitaires qui seront apportées dans les zones cibles. Ce plan s'inscrit dans une réelle ambition de relever un certain nombre de défis liés à l'action humanitaire, à savoir une meilleure coordination pour plus d'efficacité dans la prise en charge des besoins. Une approche holistique qui prend en compte toutes les problématiques dans la réponse d'urgence. La mobilisation des ressources conséquentes pour couvrir les besoins. Un suivi des actions de tous les intervenants et une utilisation des allocations et ressources allouées. Une capitalisation des résultats et des leçons apprises. La reconstruction d'un homme n'a pas de coût, mentionne la ministre en charge de la solidarité nationale. Mais ce plan d'urgence a tout de même un prix. 55 milliards de francs CFA sont à mobiliser pour pouvoir porter l'assistance nécessaire aux personnes en proie à cette crise humanitaire. Est-ce que les fonds sont disponibles? La première des choses, c'est qu'il y a des actions déjà entreprises. Et ces actions font partie des fonds qui sont engagés. Que les Nations Unies elles-mêmes, les agences, à travers le Fonds central d'urgence, va engager aussi pour vraiment dire que nous sommes dans cette réponse ensemble. Et sur ce aussi, ça va être reflété dans ce qui va être l'ensemble de ce qui aurait été mobilisé d'ici 3 mois. Ce qui est à retenir, les actions sont en cours. Les agences ont engagé, les partenaires ONG ont engagé qui reçoivent leur financement, même de certains bailleurs et partenaires qui sont dans la salle.
Il y a d'autres qui vont encore engager, on le saura d'ici peu, et les Nations Unies aussi en feront le même. Ce plan d'urgence ciblera également les élèves affectés par la fermeture de leurs écoles par des actions dont le contenu est toujours en cours d'élaboration par le ministère de tutelle. Pour une efficacité de la mise en œuvre de ce plan d'urgence, la représentante du système des Nations Unies a insisté sur le respect des normes standards en matière d'aide humanitaire. La solidarité commerciale en marche dans la région de l'Est. Le syndicat national des commerçants du Burkina y a procédé hier au lancement de comptoirs d'achat et de vente en vue du développement du monde agro-silvopastoral. Les détails avec Abdou Razak Traoré. Des paysans, des commerçants, des éleveurs, ils ont parcouru pour certains plus de 300 km sans un financement externe, soutient-on ici, pour venir écouter le secrétaire général de leur syndicat venu de Ouagadougou. Pendant de longues minutes ici au stade régional de Fadangourma, les discours sont plutôt anti-impérialistes. Le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina s'offusque de la situation économique des Burkinabés, voire des Africains, malgré que l'Afrique soit un continent plein d'opportunités. C'est le constat qui a prévalu à la création des réseaux de sociétés coopératives de solidarité commerciale. L'idée, c'est de mettre sur les fonds baptismaux des comptoirs d'achat et de vente de céréales dans la région de l'Est. N'importe qui peut avoir des ressources, quitter là où il veut, rentrer, acheter et ressortir. Les petits commerçants qui sont au village n'ont pas les moyens ni les capacités de résister à cette concurrence déloyale. Raison pour laquelle il est question de mettre des centrales d'achat communales qui va permettre à ceux-là qui sont de la commune ou de la province seulement d'avoir droit d'achat bord champ. Et leur limite, c'est juste au niveau des centrales d'achat communales. Ceux qui ont assez de moyens, qui sont des demi-gros, eux, ils achètent à partir des centrales d'achat et ils revendent. Et la partie la plus intéressante pour ces paysans, c'est la garantie et les opportunités que ce projet de comptoir d'achat offre. Même quand ces petits commerçants vont prendre un prêt en banque, il y a déjà un compte d'exploitation prévisionnel bien propre qui va lui permettre de rentabiliser le prêt. Mais sans cela, les banques ont des problèmes, les commerçants ont des problèmes. Malgré leur bonne volonté, il faut se dire également que ces centrales d'achat vont permettre aux communes d'engranger des recettes parce que tout le monde va payer des taxes communales. Et les taxes qui seront prélevées aussi de ces centrales vont permettre de construire des comptoirs sous forme de ports secs pour mettre en sécurité ces spéculations. Il n'y a pas que les acteurs du commerce qui sont bénéficiaires du projet, c'est presque tout le monde agro-silvo-pastoral qui est en ligne de mire. Et le réseau prend en compte les coopératives des producteurs, les coopératives des commerçants, les coopératives des éleveurs. Et c'est à partir des centrales d'achat désormais que les gens pourront acheter les produits. Et le syndicat qui sera mis au village va défendre formellement, en respectant la réglementation, l'intérêt de leurs membres. Ça veut dire, si tu rentres au village, puisque c'est leurs intérêts qui sont menacés, ils vont s'y opposer. Le Sinakombe, avec ce projet Rêve Grand, les paysans seront soutenus avec des intrants lors des campagnes agricoles. L'accent sera mis sur non seulement les productions, mais aussi sur la transformation. Un investisseur est déjà engagé. Il est prévu la construction d'usines de production et de transformation. À Salé, dans la commune de Pabré, c'est un barrage hydro-agricole qui sera construit pour permettre aux producteurs des villages environnants d'améliorer substantiellement leurs performances. Les travaux de construction ont été lancés aujourd'hui même par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et l'infrastructure devra être livrée dans 6 mois. Kwame Hervé Dapa. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement enfile son uniforme de chantier, pendant qu'un ingénieur génie civil lui explique le plan du barrage de Sahalé sur une fiche technique. Puis, il monte à bord de la machine et à l'aide de la pelle hydraulique fait une démonstration de creuset de ce qu'on appelle une tranchée d'ancrage, l'une des toutes premières étapes dans la construction d'un barrage. Ambroise Niouga vient de lancer les travaux du barrage hydro-agricole de Sahalé.
Le barrage dont nous avons lancé les travaux, en fait c'est un petit barrage. C'est un petit barrage dans la mesure où il stocke moins de 1 million de mètres cubes. Moins d'1 million de mètres cubes d'eau, exactement 680 000 mètres cubes d'eau. Voilà la capacité du barrage de Saalé. Un petit barrage certes, mais d'une importance énorme et multiforme pour les populations, dira Ambroise Niouga. Vous savez, dans notre pays, avec la rareté des ressources en eau, dès que l'eau est stockée, le reste là, comme quelqu'un a dit, vous les laissez faire. Je suis convaincu que dès qu'il sera construit, dès que nous allons revenir ici, nous allons trouver des produits maraîchers. Dès qu'il y aura de l'eau, le gouvernement va venir à travers le ministère des Ressources halieutiques l'empoissonner. C'est-à-dire qu'en 3 mois, en 4 mois, il y aura du poisson qu'ils pourront pêcher. Le bétail va se trouver autour du plan d'eau. Et dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a du fourrage, nécessairement ça améliore aussi la production des ressources animales. Autant d'utilité du barrage dont comptent en profiter les populations environnantes qui pourront travailler alors en saison sèche comme en saison pluvieuse. On va cultiver tous les 2 saisons là, s'il y a toujours de l'eau. On va produire des tomates, des oignons. Bon, les femmes aussi, on sait qu'eux, ils vont cultiver les boulevards, les cococos aussi, les bitos. Voilà, on sait que les femmes aussi vont cultiver. Le rêve de ce jeune cultivateur devrait voir un début de concrétisation dans 6 mois. 6 mois, c'est le délai de finition accordé à l'entreprise en charge des travaux. Oui, en temps normal, dans 6 mois, les travaux seront finis. Voilà, on va mettre les petits plats dans les grains pour que le travail soit très bien fait déjà. Et ensuite dans le délai. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. D'un coût d'un peu plus de 800 millions de francs CFA, la construction du barrage de Saalé dans la commune de Pabré, région du Centre, entre dans le cadre du programme du chef de l'État qui avait promis de construire et ou réhabiliter une 50aine de barrages au cours de son mandat. L'association African Golden tient ce 15 février sa 3e communication sur le thème Jeunesse idéale et invention d'avenir. Pour la réussite de l'événement, les bénédictions du Moronaba sont nécessaires. Des membres de l'association étaient ce matin chez le chef suprême d'MOC, occasion pour eux de lui présenter le prix Nobel alternatif 2018. Madina Sinou. Une délégation de l'association African Golden chez le Moronaba. À leur côté, Yacouba Sawadogo, lauréat du prix Nobel alternatif 2018. Les visiteurs du jour sont venus d'une part présenter le prix Nobel alternatif au roi des Mossé et d'autre part lui parler des missions de l'association African Golden. Donc nous avons eu l'honneur d'avoir cette audience avec le Moronaba pour lui parler non seulement de l'association African Golden, pour lui parler de nos initiatives et de notre travail justement à œuvrer à ce que les jeunes burkinabés aient des référents, à magnifier l'intelligence et le travail, l'ardeur au travail de la jeunesse burkinabé dans son ensemble. Nous avons voulu donc parler de notre association au Moronaba, nous avons voulu lui parler du travail que nous avons mené depuis le début jusqu'ici. Dans le cadre des activités de l'association African Golden, plusieurs conférences publiques sont organisées à l'intention de la jeunesse. Ce 15 février a lieu la 3e série de communication de l'association sous le thème Jeunesse idéale et invention d'avenir. Des conférences qui traitent en fait sur la thématique de la jeunesse, sur la thématique de l'innovation, de l'intelligence, de la construction d'un avenir meilleur ensemble. Et donc, dans le cadre de ces activités-là, nous avons décidé d'organiser la 3e conférence ce mois-ci avec le docteur Assabalda Ouedraogo. Donc, c'est une activité périodique. Et la rencontre avec le Moronaba est une preuve, encore une fois, que Sa Majesté s'intéresse justement à ce genre d'initiative, à notre initiative. C'est un honneur pour nous d'avoir été reçus par Sa Majesté. L'association African Golden a été créée en 2018. La promotion des richesses humaines sur le continent africain, telle est sa principale mission. Derrière chaque épreuve se cache un bienfait et Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Toutes les épreuves sont surmontables. Alors, si vous êtes éprouvé aujourd'hui, cultivez la patience et ne désespérez jamais. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BF1. Je m'arrête ici pour ce soir et pour cette semaine et je vous dis à très vite sur la chaîne au cœur de nos défis.